Je vais commencer par te présenter. Oui, Pierre-Olivier Pinault, merci. avec grand plaisir. Donc, professeur au HEC, responsable de la chaire. Chaire de gestion du secteur de l'énergie. Quelque chose dont tu parles souvent, c'est la sobriété énergétique comme choix rationnel. C'est le grand défi, de la transition énergétique. C'est justement de faire en sorte que les gens choisissent spontanément les bons modes de transport. Ça va pas être facile, mais on commence à y arriver. Mais c'est surtout en ayant des signaux de prix. Je crois beaucoup aux signaux de prix. C'est des signaux de prix et de l'information qui soient alignés avec les vrais coûts et les vraies contraintes des différents modes de transport. Quand tu parles de signaux de prix, c'est quoi que tu fais référence exactement? Mais la route, le grand paradoxe de notre société, c'est qu'on prétend être une société basée sur les principes de marché. euh, mais quand on arrive au niveau de la route, c'est pas du tout le marché qui gère ça, c'est le gouvernement qui décide où on met les routes et c'est le gouvernement qui paye pour les routes. Oui. Et donc, les routes ont l'air gratuites, et donc ça donne une impression de gratuité qui est en fait tout à fait contraire au principe d'économie de marché. Oui. Et donc là, ça a l'air gratuit, donc les gens en utilisent beaucoup. On tombe facilement dans la facilité, il y a des coûts réels qui ne sont pas pris en compte dans nos choix de transport. Ça amène des coûts de santé pour le système qui sont collectivisés. Et donc, les gens ne prennent pas en compte leur propre impact sur leur santé personnelle et évidemment la santé collective lorsqu'ils choisissent leur mode de transport. Et ça a l'air pratique de prendre son véhicule privé motorisé. Et c'est pratique à court terme, mais à long terme, ça induit une sédentarité, ça induit un manque d'activité physique qui est très coûteux pour les individus eux-mêmes et pour la société à grande échelle. Et ça, c'est très mal compris, il faut faire de l'exercice quotidiennement, qu'on améliore sa qualité de vie, on diminue les coûts du système de santé en faisant ça. Et tout le monde se plaint des coûts du système de santé, tout le monde se plaint de devoir attendre chez le docteur. Et c'est en grande partie induit par le fait que les gens ne font pas assez de sport, restent trop longtemps assis dans leur véhicule, et que si on avait un meilleur alignement des signaux, ben, on arriverait justement à une mobilité qui ferait bouger plus les gens, coûterait moins cher, et ça c'est un gros argument économique, ça coûte moins cher de prendre son vélo qu'un véhicule, et donc on ferait des grandes économies sociales. En santé, la productivité de nos économies augmenterait, et je pense qu'il faut réussir à faire l'argumentaire économique, évidemment social, pour la santé des individus, la santé des écosystèmes, de l'environnement. Il y a toutes les raisons rationnelles nous disent non, il faut ne plus être assis dans un véhicule qui brûle de l'essence ou même de l'électricité. Il faut passer à des modes de transport actifs. Est-ce que pour toi, le vélo, c'est de la décroissance? Mais la réponse courte, c'est non. C'est pas de la décroissance, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui croit vraiment dans la nécessité de décroître d'une manière générale. Pour moi, le vélo, c'est de l'efficacité avant tout. Et l'efficacité, c'est une bonne chose, c'est le moteur de la croissance. Le vélo rend nos sociétés plus productives et en fait, paradoxalement, ça serait un moteur de croissance, le vélo, parce qu'en étant plus productif, on fait croître l'économie, mais on la fait croître d'une manière acceptable. On la fait croître sans avoir un impact environnemental accru, on la fait croître sans engendrer des externalités négatives. Au contraire, on engendre des externalités positives. On rend les gens plus en santé en faisant du vélo. Pour la société, on est un poids en moins. Donc, il y a d'énormes avantages. On leur fait gagner beaucoup de temps aussi si on est capable de diminuer le trafic et puis la congestion routière. Absolument. Et ça, c'est des gains de productivité qui en fait, en économie, ce qui permet la croissance, c'est d'être plus productif. Et donc, si on est plus productif, on génère de la croissance. C'est pour ça que je crois qu'au contraire,
cette solution-là de mobilité ferait croître l'économie, mais de la bonne manière. Et ce qui est important, c'est évident qu'il faut décroître certains aspects de nos économies, de nos sociétés. Il faut décroître la quantité de pollution qu'on génère. Il faut décroître toutes les externalités négatives, sociales, environnementales qui existent. Il faut de la décroissance, mais de la décroissance des problèmes environnementaux. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que l'économie doit absolument décroître. Par contre, il faut des contraintes. Ce qui pose le problème de nos économies aujourd'hui, ce n'est pas un problème de croissance, c'est un problème d'absence de contraintes sur des problèmes qu'on connaît et on se refuse à mettre ces contraintes-là. Et le vélo permettrait en fait de faire croître notre économie dans un cadre qui serait respectueux de l'environnement et des gens. Alors, ce n'est pas un outil de décroissance, c'est un outil de décroissance de la pollution, de l'inefficacité, mais d'un point de vue économique, la bicyclette est un outil de croissance parce que ça nous rend plus productifs pour faire un paquet d'éléments. Un sujet que tu abordes beaucoup, c'est l'absence de cohérence des politiques. Il y a 3 grandes incohérences qui me viennent à l'esprit. Premièrement, c'est le stationnement. On a investi des millions de dollars dans de l'asphalte pour que des véhicules restent stationnés 23 heures sur 24. Et en fait, il y a plus d'un stationnement par véhicule parce qu'on veut du stationnement partout pour là où il est au point A. Puis on veut du stationnement au point B et au point C et à tous les trajets, à tous les endroits intermédiaires sur le parcours des véhicules. Fait qu'on veut beaucoup de stationnement et il est en grande majorité gratuit ce stationnement. Et ça, c'est un problème fondamental, c'est une incohérence parce que ça donne encore une fois encore plus l'illusion que le transport et la route est gratuite. C'est que non seulement la route est gratuite, mais le stationnement est largement gratuit. Tout cet espace-là là, qui a une valeur, là, au final. Qui a une valeur foncière, qui coûte cher à asphalter, qui coûte cher à entretenir, à déblayer. Les villes, elles nettoient des espaces de stationnement privés sur la voie publique, mais pour des fins privées, pour une voiture, elles asphaltent. C'est très, très cher, c'est énormément de surface et en plus, on le voit avec les pluies diluviennes qu'on reçoit, qui est asphaltée, qui n'absorbe pas d'eau. Oui, les surfaces perméables. Absolument. Donc là, il y a un très grand paradoxe de continuer à étendre cette surface asphaltée pour stationner des voitures qui devraient payer le juste prix de leur utilisation. Le deuxième grand paradoxe, c'est notre incapacité à réformer le système de taxes sur les carburants. Le gouvernement, puis ça c'est un paradoxe qui devrait sauter au visage de tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut électrifier les transports, mettre des véhicules électriques, et forcément, si on a plus de véhicules électriques, on va vendre moins d'essence et les revenus de la taxe sur les carburants va diminuer. Et personne dans les gouvernements ne parle de changer le système de taxe sur les carburants qui va financer le réseau routier pour mettre un autre système de financement. Donc on continue à vivre dans cette illusion qu'on veut électrifier les transports, qu'il y aura moins de voitures qui vont acheter de l'essence, mais que la taxe sur les carburants va continuer d'être perçue pour financer ce que ça finance, c'est-à-dire le réseau routier. Et tout le monde se plaint, même les automobilistes les premiers, que le réseau routier n'est pas en bon état, qu'il faut l'agrandir. Et là, personne ne réclame que les véhicules électriques payent leur juste part d'utilisation des coûts et qu'en fait, que tout le monde paye sa juste part. Et ça, on pourrait le faire avec une taxe kilométrique. Et ça, c'est un très grand paradoxe parce qu'on planifie à travers l'électrification du transport la décroissance des revenus de la taxe sur les carburants, mais on ne parle pas de la solution alternative pour générer des revenus équivalents. Donc, on planifie ce qui nous avantage ou ce qu'on considère avantageux à court terme. En fait, on planifie uniquement le bien-être à très court terme des automobilistes qui semblent être, leur intérêt semble être de ne pas payer, de rien payer le moins possible. Évidemment, en fait, c'est contraire à leurs propres intérêts parce qu'ils ont besoin d'avoir un réseau routier, ils ont besoin qu'il soit bien financé pour qu'il soit adéquat. Mais là, les automobilistes se mettent eux-mêmes en situation de faillite du réseau.
Parce Le qu'ils- sous-financement. de sous-financement. Parce qu'ils refusent de faire évoluer le financement selon la manière dont les véhicules évoluent. Le troisième grand paradoxe, qui est encore relié au prix et au coût, c'est qu'on dit souvent que le transport en commun coûte cher, que il n'y a pas moyen de financer ça, et que la voiture en bout de ligne, ça coûte moins cher. Ce qui est faux. Et à mon avis, la meilleure illustration de cette fausseté, c'est quand on regarde l'allocation qui est autorisée par les gouvernements pour des fins fiscales. Un employeur qui doit rembourser son employé pour l'utilisation de sa voiture peut lui donner une allocation de 72 cents par kilomètre. Ce qui veut dire que si un employé va à Québec avec son propre véhicule, il va pouvoir se faire rembourser 72 cents du kilomètre et ça va être accepté pour des fins fiscales. Oui. 72 cents du kilomètre pour Québec, c'est 250 km, ça fait 180 $ juste aller à Québec en voiture. L'aller-retour, ça fait 360 $. Ce qui veut dire que le gouvernement reconnaît à travers la fiscalité qu'un aller-retour à Québec vaut 360 $ en voiture. On pourrait se C'est énorme. payer un méchant train, des méchants autobus hyper confortables si on reconnaissait que c'est ça le coût d'un trajet pour Québec. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, très clairement, quand on voit ce prix-là, le coût du kilomètre, c'est très clairement la voiture qui coûte le plus cher par kilomètre parcouru. Et il faut renverser cette perception que le transport en commun coûte cher, que les personnes disent que les bicyclettes coûtent cher, mais que personne ne voit que la bicyclette est en fait une manière exceptionnelle de réduire nos coûts de fonctionnement. C'est justement en réalisant combien on paye par kilomètre, et ça c'est officiel dans le gouvernement, le taux d'allocation de remboursement du kilométrage par des employés. Si je peux résumer ton point, parce que je le trouve super intéressant, c'est dans une perspective fiscale, le gouvernement avoue le coût énorme et disproportionné de la voiture sans, par ailleurs, financer les autres systèmes. Absolument. C'est-à-dire qu'on l'avoue officiellement que le coût de la voiture est de 72 cents le kilomètre. Sans qu'on reconnaisse, et malheureusement, on ne tire pas la conclusion que les autres moyens de transport coûtent beaucoup moins cher et devraient donc être privilégiés sur une base purement économique. Là, on ne parle même pas d'environnement ou de santé publique ou de santé personnelle. Je t'ai entendu parler dans un TED Talk du buffet à volonté énergétique. Donc, tu disais que le système routier était un buffet tout inclus en opposition à un menu à la carte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand on va au buffet tout inclus, il y a quelqu'un qui paye, mais quand on est dans le buffet, on sait qu'on ne paye pas puis qu'on peut manger autant qu'on veut. C'est un petit peu ce qui passe sur nos routes. On a une impression, on sait qu'il y a quelqu'un qui paye, mais on n'en a pas trop conscience à l'utilisation parce que les routes sont gratuites. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert abondamment des routes, comme on se sert abondamment dans un buffet tout inclus. On se met dans la congestion et on reste dans la congestion parce que même si on paye de notre temps, on ne paye pas forcément de notre argent ces problèmes de congestion. Le parallèle avec le menu à la carte, c'est que quand on a un menu à la carte dans un restaurant, on sait exactement ce qu'on veut, ce qu'on achète. Et là, ça serait, d'un point de vue du transport, on pourrait dire, mais moi, je veux aller du point A au point B, et donc je vais payer pour mon déplacement, et je vais payer le vrai prix. Et si on avait donc une taxe kilométrique qui nous faisait réaliser le vrai coût d'aller du point A au point B en payant pour les infrastructures, eh bien, on aurait un système qui inciterait à une utilisation plus modérée et plus rationnelle de la route, ce qui serait à la fois bénéfique pour les automobilistes, parce qu'eux, ils auraient moins de monde sur la route et ils pourraient bénéficier de plus de fluidité. Et ça serait évidemment bénéfique pour le financement du réseau routier. C'est ça qui est important à terme. Paradoxalement, les usagers de Communauto, les usagers de Bixi sont plus proches d'un menu à la carte
que les automobilistes qui ont une voiture solo. Donc déjà, ce modèle-là existe, mais il existe pour les meilleurs utilisateurs, mais pas pour ceux qui la consomment davantage. C'est le paradoxe, mais c'est pour ça que Communauto, Bixi sont des exemples modèles de la manière dont il faut organiser les choses. Ce sont des entreprises privées qui offrent un service rentable pour tout le monde en optimisant l'usage des véhicules et des infrastructures. Et c'est vrai, ce sont vraiment des modèles à suivre et à généraliser. Et dans la facturation de Communauto, on a exactement le type de facturation qu'il faut, c'est-à-dire une facturation avec une partie variable sur les kilomètres. Donc on a la taxe kilométrique qui est intrinsèquement incluse dans le mode de tarification. Et c'est la bonne manière de faire. Il faudrait généraliser ça. En fait, on devrait... Moi, le système qu'il faudrait viser, c'est un système où il est plus avantageux d'être membre de Communauto que de posséder une voiture et de le rendre bien plus visible pour tout le monde. Tu parles d'un biais technologique de la part de nos décideurs. Est-ce qu'il s'applique par rapport à l'adoption de solutions, notamment le vélo et le transport en commun? Mais le biais technologique de nos gouvernements, il s'applique dans le sens où le gouvernement a toujours tendance à dire la solution à nos problèmes va venir d'une technologie et non pas de changement de comportement. Alors que, effectivement, les technologies vont être importantes et sont importantes pour nous faciliter des changements de comportement, mais à la base, ce qui est problématique, ce sont nos comportements. Et ça, on n'a pas l'honnêteté intellectuelle et politique de le reconnaître qu'on a dans nos sociétés des comportements qui sont problématiques. On consomme trop d'énergie, on consomme trop à travers nos véhicules, on a trop de véhicules, on émet trop de gaz à effet de serre, et ça, ce sont des comportements d'organisation autant que d'individus qui sont à la base de ces problèmes-là. Les gouvernements sont beaucoup trop prompts à dire on va avoir une solution technologique plutôt que d'encourager les solutions de changement de comportement. On le voit par exemple dans le captage et la séquestration du carbone. Au lieu de dire il faut réduire nos émissions, les gouvernements présentent des solutions de captage et de séquestration du carbone qui permettraient, selon l'image un petit peu idéalisée et en fait fausse, de penser qu'on peut continuer d'émettre des gaz à effet de serre sans les réduire parce qu'on va pouvoir capter et séquestrer ces émissions de GES. Un autre exemple, c'est les voitures électriques. Les voitures électriques, ça a été un succès de marketing politique assez grand, où les gouvernements ont trouvé une technologie qui semble permettre d'éviter tout changement de comportement. On dit oh, regardez, vous avez juste à changer votre voiture pour une voiture électrique, et voilà, vous avez évité de mettre des gaz à effet de serre, et on a la solution au problème. Mais malheureusement, il faut un changement beaucoup plus profond que simplement une électrification des transports, parce que ces véhicules électriques ne change rien à l'utilisation du territoire et demande des ressources minérales, des matières premières, de l'aluminium, de l'acier, du cuivre, qui ont un impact sur le territoire et des impacts sur la pollution qui sont inacceptables globalement, surtout si on veut faire accroître la production de toutes ces ressources naturelles-là. Puis après, même la voiture électrique, il y a la voiture autonome aussi qui joue ce rôle-là, de s'imaginer qu'on va pouvoir régler la congestion par la voiture autonome. Quand au final, ça risque d'être plus le contraire, ça risque d'en créer plus que d'en enlever. Absolument. Il y a des promesses, dans toute nouvelle technologie, il y a des promesses de solutions qui sont réelles, mais il y a malheureusement un usage potentiel qui pourrait faire en sorte que ça devienne plus problématique que ça n'était auparavant. Et dans les voitures autonomes, on pourrait en fait généraliser encore plus la surutilisation des voitures. Si les gens se disaient « j'ai une voiture autonome, mais maintenant c'est pas grave si j'habite à 2 heures de mon travail parce que je peux dormir, lire, travailler ». Et donc ça induirait un étalement urbain encore plus grand et une surutilisation de la route, surtout si on ne changeait pas la manière de tarifer la route et de tarifer l'usage de la route. On pourrait avoir des véhicules qui errent sur les routes constamment. Oui. Au lieu d'utiliser le stationnement. Exactement. Parce que le stationnement pourrait être payant, mais si la route ne l'est pas, ils vont
comme ce seront vraisemblablement des voitures électriques, le coût électrique sera moins cher que le coût du stationnement. Donc, ils vont faire rouler ces voitures, congestionner le réseau de transport, simplement pour éviter un frais minime de stationnement à des propriétaires. Oui, oui. Donc, la taxe kilométrique aura limite pas le choix non plus d'exister, ne serait-ce que pour ces nouvelles technologies-là qui peuvent permettre de contourner, je dirais, les façons de faire qu'on connaît. Oui. C'est-à-dire, toute analyse rationnelle du secteur du financement du transport et du réseau routier mène à la taxe kilométrique. La CAQ elle-même a fait un comité en 2019 pour réfléchir au financement de la mobilité durable. La première recommandation que le comité de la CAQ a trouvée, c'était justement, ils ont appelé ça une redevance kilométrique parce qu'ils voulaient éviter le mot taxe, mais c'était la taxe kilométrique, la redevance kilométrique qu'ils ont mis comme la première solution au financement de la mobilité pour le gouvernement. Évidemment, le gouvernement a tabletté ce rapport et n'en a jamais parlé et n'a jamais voulu le mettre de l'avant parce qu'il a peur et n'avait jamais eu le courage de présenter la bonne solution. Mais c'est la solution qui est la plus rationnelle, la plus juste, de faire toutes les modulations nécessaires pour s'assurer que des ménages à faible revenu n'aient pas à payer trop. Où est la droite économique responsable pour argumenter un prix associé à la loi de l'offre et la demande, le concept d'utilisateur-payeur, tous ces concepts-là qui sont de droite fondamentalement, économiquement? Je pense que la droite modérée a simplement démissionné et a abdiqué, n'a plus voix au chapitre, parce que essentiellement à cause du discours public et de l'acceptabilité sociale, on n'a plus d'acceptabilité sociale pour une fiscalité rationnelle. Tout changement de fiscalité entraîne une opposition immédiate. Et malheureusement, cette opposition immédiate fait peur à tous les politiciens. Ça paraît pas qu'on est dans une zone... Ouais, c'est en sens unique. Oui, en sens unique, il a brûlé son stock. Mais c'est très dommage parce que souvent on oppose droite et gauche, alors que dans certains cas, les solutions de droite sont les meilleures solutions et évidemment bien mises en place, bien mises en œuvre, peuvent aider. Et que c'est pour ça que toutes ces questions d'éco-fiscalité qui sont essentiellement des solutions à l'intérieur même du système économique et donc de l'approche économique que la droite devrait endosser. Mais ces solutions-là sont rejetées parce qu'elles viennent changer un état de fait qui semble favorable aux usagers, alors qu'en bout de ligne, il leur est défavorable à long terme parce que tout le monde va souffrir de la pollution, des changements climatiques, mais à court terme, tout le monde souffre de la congestion de réseaux de transport qui sont mal financés et mal conçus, parce que la mobilité est essentielle. Il faut pouvoir avoir une société où on peut bouger, aller du point A au point B de la meilleure manière. Et aujourd'hui, on s'y rend de la pire des manières, la manière qui coûte la plus cher financièrement et de la manière qui pollue le plus. On parlait d'utilisateur-payeur plus tôt. Si on avait à dire que la personne qui utilise le troisième lien paie pour le troisième lien, ça reviendrait à combien? C'est une excellente question parce que le troisième lien semble être défendu essentiellement par des gens qui sont allergiques aux subventions, allergiques aux choix gouvernementaux, qui prônent en général la liberté individuelle. Alors que dans le cas du troisième lien, c'est une décision gouvernementale absolument pas mise de l'avant par le privé et qui nécessite absolument une planification gouvernementale. On est à des années-lumière d'un marché qui aboutirait à cette solution-là. Mais si on regarde le coût du troisième lien, qui est évalué entre 5 et 9 milliards de dollars, et qu'on regarde l'achalandage du pont Pierre-Laporte, qui est le pont principal à Québec, si on transférait les 120 000 passages quotidiens du pont Pierre-Laporte au troisième lien,
que ce troisième lien durait 75 ans. Si c'était à 5 milliards de dollars, ça reviendrait à 8 dollars du passage. 8 dollars, il faudrait un péage de 8 dollars pour payer le troisième lien si on avait l'entièreté de tous les usagers du pont Pierre-Laporte qui utilisaient le troisième lien. Donc c'est le péage qu'il faudrait minimal, qui en fait qui serait vraisemblablement beaucoup plus élevé parce qu'on n'aura pas les 120 000 passages du pont Pierre-Laporte qui vont se rapporter au troisième lien, peut-être la moitié. Et donc ça coûterait au moins peut-être le double, 16 dollars, uniquement pour payer pour les infrastructures. 16 dollars par passage sur le troisième lien, c'est au minimum ce qu'il faudrait payer. Puis après, il y a de la maintenance aussi, il y a de l'opération, il y a... Absolument. Les coûts de maintenance d'opération ne sont pas inclus. Là, le 16 dollars, ça serait uniquement pour payer pour les frais initiaux de construction du troisième lien. On peut s'imaginer aussi que les gens font des choix rationnels. Donc, si le troisième lien était payant, puis que d'autres solutions ne l'étaient pas, comme le pont de Québec puis le pont Pierre-Laporte, les gens auraient tendance à choisir l'option la moins chère. Oui. Donc, il y aurait encore moins de gens qui iraient sur le troisième lien. Donc, la solution rationnelle, si on tenait à le faire, c'est de dire on fait payer tous les ponts, parce que tous les ponts offrent un service, pour pas qu'il y ait d'évitement en fonction d'une tarification qui serait partielle. Qui serait injuste, là, envers le troisième lien. Mais évidemment, si on faisait payer tous les ponts, ce qui correspondrait à un péage routier ou à une sorte de taxation kilométrique, ça serait la bonne chose à faire, parce que là, les gens se demanderaient les vraies questions. Est-ce que je peux prendre un autobus et donc quand même payer le passage, mais moins parce qu'on collectivise le passage? Ou alors, est-ce que je peux faire du télétravail? Et là, les gens se poseraient les vraies questions et feraient des choix en fonction des signaux de prix qui seraient beaucoup plus cohérents avec la mobilité durable et la bonne santé financière de la province et même de leur propre portefeuille. Ils feraient les bons choix, puis collectivement, on connaîtrait les coûts aussi. Parce que c'est effectivement un des graves problèmes, c'est qu'aujourd'hui, si on veut savoir combien nous coûte le réseau routier, c'est très difficile de le savoir, parce qu'il n'y a pas les gouvernements ne divulguent pas le coût de la route de manière très précise. On a le gouvernement fédéral qui paye pour les ponts et certains éléments sur les autoroutes. On a le gouvernement provincial qui paye pour certaines routes. Au niveau municipal, on a les routes qui sont payées au niveau municipal et entretenues au niveau municipal. Donc on a une espèce de flou autour des coûts qui est très dommageable à la véracité et au choix collectif rationnel. Qui finit par, elle aussi, générer une incapacité décisionnelle. Ce flou-là sert l'inaction. Tout à fait, parce que comme on ne sait pas combien ça coûte, on a l'impression que c'est des choix qui finalement sont des bons choix, alors que ce sont des choix extrêmement coûteux et qui nous empêchent de choisir les choix les moins coûteux.